temps de régler les petits problèmes techniques, je vais vous présenter notre deuxième intervenant. Nous avons beaucoup parlé de l'Asie centrale et de l'emploi du Shahnameh dans la reconstruction identitaire des nouvelles républiques d'Asie centrale ou dans l'apport des données centra-asiatiques à l'histoire du Shahnameh. Il est grand temps de traverser la mer Caspienne et d'aller dans l'est du Caucase, où nous emmènera Gilles Authier, pour voir qu'est devenu le Shahnameh dans ces contrées. Gilles Authier est directeur d'études à l'École pratique des hautes études sur la chaire langues au pluriel, langues et philologie du Caucase. Il est linguiste et on peut dire qu'il est une sorte de montagnard chevronné du Caucase, un alpinisme chevronné des langues du Caucase, puisque à chacune de ses expéditions, il revient avec une grammaire d'une langue non décrite, parfois non écrite. Il a publié en 2009 une grammaire complète de la langue crise. En 2012, une autre grammaire complète d'une langue non décrite jusqu'à présent, qu'il s'agit d'une langue iranienne, de la communauté juive du Caucase, le Juhuri ou le judéo-tat. Et je pense qu'il a d'autres grammaires en préparation. Mais ce qu'il nous propose aujourd'hui n'est pas un travail linguistique, mais un travail plutôt sur le folklore du Daghestan, du nord du Caucase. Et il nous donne ici l'exclusivité d'une recherche qu'il a menée pour la première fois sur des données à la croisée des études iraniennes et caucasiennes. Et il va nous présenter 3 cas de la littérature folklorique du Caucase qui ont un rapport avec des personnages du Shahnameh. Il va nous parler de la langue lak, de l'agoul et du juhuri, et de ce que le folklore de ces 3 langues, ou peut-être que ce n'est pas exact, mais il corrigera, nous disent sur les personnages du Shahnameh, en particulier Rostam et Bijan et Manijé. Je le remercie de sa participation. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup Samra, merci à Franz d'avoir organisé ce séminaire sur le Shahnameh qui fait vraiment partie des œuvres qui m'ont marqué pendant mes études. J'ai rarement de regrets de m'être tourné vers les langues du Caucase, mais c'est vrai que j'ai parfois une petite nostalgie de l'époque où je passais du temps à lire de la poésie persane et en particulier la poésie de Ferdowsi, qui est peut-être d'ailleurs d'un point de vue linguistique plus accessible que d'autres auteurs. Donc effectivement, il s'agit d'une excursion ou d'une incursion dans un domaine qui n'est pas tout à fait le mien, puisqu'il s'agit de faire une comparaison entre des références que je suppose vous partagez à propos du Shahnameh et de personnages les plus connus, à vrai dire, puisqu'il s'agira effectivement de Rostam, mais également de Bijan et Manijé, essentiellement, pour voir ce qu'il est arrivé de ces personnages dans le folklore du Daghestan. En fait, en parlant avec Samra, je lui ai signalé que les noms de personnages du Shahnameh apparaissent en divers endroits de la montagne caucasienne. Il faut peut-être que je la situe rapidement. Le Caucase et précisément le Daghestan à l'est du Caucase se situe ici, c'est-à-dire pas très loin mais pas non plus tout près du cœur de l'Iran. Plus près de cette région à moitié mythique qui tient un rôle central dans la geste de Rostam qu'on appelle le Mazandaran, où vivent les démons et qu'il s'agit justement de maîtriser et d'exterminer. Et encore plus loin, surtout, du Sistan, c'est-à-dire de la patrie de Rostam, qui, je le rappelle, est un héros iranien sans vraiment l'être. Il est convoqué quand on a besoin de lui par le roi d'Iran, mais il appartient clairement, c'est évident, à un peuple qui n'est pas le Touran, qui est allié à l'Iran, mais qui est en marge.
Donc deux marginalités géographiques qui vont se rencontrer et bien évidemment avec une telle distance on peut s'attendre à des mutations et des métamorphoses assez considérables et vous allez voir effectivement qu'il y a beaucoup de choses du Shahnameh qu'on ne retrouve pas dans les références à certains de ces personnages qu'on trouve pourtant assez abondantes dans le folklore du Daghestan. Un bref rappel sur les langues du Daghestan, c'est la région d'Eurasie qui présente la plus grande diversité linguistique, puisqu'on trouve rien que entre l'Azerbaïdjan du Nord et le Daghestan lui-même une trentaine de langues différentes, avec beaucoup de dialectes parfois en fait à la limite de langues différentes. Quelques langues turciques, en particulier le koumik. Il y a une version d'un conte de Rostam en koumik, mais je n'en ai que la traduction allemande, donc je ne vais pas en parler. J'attends de trouver la version originale, qui est peu accessible. Et une langue iranienne, proche du persan, qui s'appelle le tat, et qui est parlée à l'extrême sud donc de cette région, et dont je vais un peu plus parler. En fait, je présenterai, si le temps suffit, 4 cas aujourd'hui, 2 consacrés à des productions littéraires orales dans des langues dites caucasiques qui sont dues à l'activité de collecteur de folklore d'Adolf Dier en 1920. Ils ont été traduits d'abord en allemand, puis en partie dans d'autres langues. Donc d'abord le conte de Rostam en oudi. Je reviendrai évidemment sur le contexte de chacune de ces différentes langues. Les exploits de Rostam en agoul. Et 2 cas donc collectés dans une langue iranienne, proche du persan, dont Samra a parlé, qui s'appelle le djouhouri, édité assez récemment, mais la collecte de ces contes est assez ancienne. Le conte de Bijan et Manija et le conte de Rostam, où il ne reste, comme on le verra, plus grand-chose en fait de la geste de Rostam. Alors tout d'abord, Adolf Dier, qui, sous ses airs d'officier prussien, a eu en fait une vie assez intéressante. Il a publié donc en 1920 un recueil de contes très, très variés dans différentes langues du Caucase, traduits en allemand, sans les versions originales malheureusement. Donc pour certains, encore une fois, il est très difficile de retrouver trace de la version dans la langue quand elle n'a pas été publiée par lui. Pour ce qui est du premier cas que je vais présenter aujourd'hui, à savoir le conte de Rostam en oudi, on le trouve en français dans une traduction de 1944. Donc si ça intéresse, je peux vous la donner. Donc Adolf Dier a eu une vie assez intéressante. Je suppose que suite à des problèmes personnels, parce qu'on voit mal sinon ce qu'il aurait pu l'y amener, il s'est retrouvé enseignant à Temir Khan Shura, qui, croyez-moi, était vraiment le bout du monde à l'époque. C'est l'actuel Bouynaksk, et c'est la dernière ville ou le premier gros village en montant dans la montagne daghestanaise. C'est même pas la capitale, hein. Mais c'était un lieu assez important où il y avait d'ailleurs une communauté juive. Et c'est de là en fait que les Russes se sont implantés progressivement dans les différentes vallées du Daghestan qu'il a fallu conquérir, comme vous le savez peut-être, une par une, au XIXe siècle. En 1908, il obtient sa mutation à Tbilissi, qui a dû lui sembler une consécration, où il est resté jusqu'en 1913. Pendant la guerre, il était certainement en Allemagne, et il a continué son activité de collecteur de folklore, mais aussi de données linguistiques, qu'il a assez abondamment publiées. Ce n'est pas un immense linguiste, mais on lui doit vraiment beaucoup pour ce qui est de la collecte de textes, puisque pour beaucoup de langues, ce sont les premières attestations. Et donc oui, pendant la guerre, il a travaillé avec des prisonniers russes, c'est-à-dire en fait caucasiens de l'armée russe, et a pu continuer donc à
à collecter des textes qui ont contribué à ce recueil de 1920, Kaukasische Märchen, dont sont tirés les deux premiers exemples dont je vais parler aujourd'hui. Donc le premier est dans une langue qui s'appelle l'oudi. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de cette langue, il s'agit d'une toute petite langue qui jusqu'à peu était parlée dans 2 gros villages d'Azerbaïdjan, aujourd'hui un seul. L'un des 2 a été déporté suite à la guerre avec l'Arménie. En effet, les oudis sont les chrétiens d'Azerbaïdjan et sont ceux qui restent, en fait, à la fois linguistiquement et du point de vue religieux, de l'ancien 3e royaume chrétien du Caucase au Moyen-Âge, qu'on appelait Albanie, mais qui n'a rien à voir avec l'Albanie d'Europe, bien sûr, et qui s'étendait sur la plus grande partie de la République actuelle d'Azerbaïdjan. Alors, dans le Rostam Oudi, dont on dispose d'une traduction française, mais que je n'ai pas reprise. La traduction que je vous donne est la mienne, parce qu'il se trouve que je l'avais faite avant de trouver la traduction française, donc autant utiliser la mienne. Vous allez voir qu'on retrouve assez peu de choses qui rappellent réellement la vraie geste de Rostam telle qu'on la connaît par Firdoussi. Il était un berger, donc Rostam est fils d'un berger. Ce berger est marié, le temps passa, ce berger mourut, mais sa femme était si belle que quand le roi la vit, il s'en est pris, le roi prit la femme chez lui et Rostam avec. Donc en fait, Rostam est simplement un enfant à moitié orphelin qui se retrouve dans une situation sociale difficile, puisqu'il n'a plus de père pour le protéger, mais tout petit, il était très fort. Et là, on a une description de la force de Rostam qui n'est pas très iranienne, qui est beaucoup plus, qui est à la limite du burlesque et qui en revanche est typiquement caucasienne. Croyez-moi, c'est exactement ce qu'on trouve dans la littérature de contes caucasiens. Quand il jouait aux osselets avec ses camarades, s'il ne lui laissait pas les osselets, aussitôt il leur cassait les bras, les transformait en osselets. Quand il jouait au ballon, si on ne lui passait pas le ballon, il coupait la tête des autres enfants et les lançait comme des ballons. Donc c'est un type de chevalerie de cour d'école, un petit peu vantarde, hein, mais voilà, on est assez loin évidemment de la teneur très élevée, y compris stylistiquement, du Shahnameh, qui est constamment à d'autres altitudes. Au palais du roi se pressaient ceux qui avaient à se plaindre du petit garçon. Donc le roi, exaspéré, ne savait pas comment se débarrasser de lui, ce qui est aussi un thème de conte. Hein. On cherche à se débarrasser à toute force des enfants du nouvel époux ou de la nouvelle épouse. Une vieille se présenta au palais du roi et dit « Dans telle forêt vivent 3 démons. Envoie Rostam chercher du bois pour que les démons le dévorent. » Donc là, on voit le syncrétisme entre évidemment le thème principal de la geste de Rostam qui consiste à exterminer toutes sortes de démons et le thème purement attaché au genre du conte qui est de se débarrasser des enfants dans la forêt. Mais ici, l'enfant est, je ne sais pas s'il est coupable, mais en tout cas, il mérite plus ou moins cette punition. Et cette punition va être évidemment une épreuve qualifiante dont il se tire avec évidemment les honneurs. Il extermine tous les démons. Un certain temps passa. Un vieillard, donc répétition, vint au palais du roi et lui dit « Dans tel endroit habite un démon blanc ». C'est-à-dire que là, on a une étape supplémentaire donc de référence claire à un autre personnage du Shahnameh, mais sans plus de détails. Envoie Rostam qu'il se batte avec lui. Le roi envoie Rostam se battre avec le démon blanc. Il y va, le démon dit. Et là, un épisode qui, à ma connaissance, n'est pas dans le Shahnameh et qui est assez intéressant. Donc, j'ai mis en gras les choses qui me semblent devoir, peut-être dans une autre conférence, une autre étude, faire l'objet d'une analyse, peut-être plus anthropologique, je ne sais pas. Il faut que nous jeûnions 40 jours. Pourquoi? Je ne sais pas. Au bout de 40 jours, Rostam est épuisé. Il se dit que le démon va le terrasser. Aussi va-t-il trouver sa mère pour lui faire ses adieux. Chez sa mère, il trouve un poulet rôti. On trouve des poulets rôtis dans le Shahnameh. Ça, c'est très intéressant, mais pas du tout dans le même contexte. Ils sont d'ailleurs emballés dans du lavage, mais bon. La mère dit à son fils « Mange ».
une vraie mer orientale, celui-ci refuse, ce qui est le signe de sa vertu, puisque le démon lui a bien dit, il faut jeûner, et 40 jours. Mais elle le force à manger, comme quoi les femmes ont un rôle d'instigatrice tout à fait, comment dirais-je, probant, mais pas avec Rostam, parce que c'est un vrai héros, et il arrive, en prenant un morceau qu'elle lui met dans la bouche, à le recracher aussitôt sans l'avaler. Donc il montre qu'il sait résister aux tentations féminines de gourmandise, et donc ils s'empoignent l'un l'autre et se serrent si fort que tous les deux montent jusqu'au ciel. Là, Rostam attrape le démon et l'écrase sur place, et détail typiquement caucasien, moi je ne l'ai jamais vu dans l'épopée iranienne, le démon reste planté de 3 empans dans le sol. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Alors, en général, c'est répétitif, c'est-à-dire le héros commence par vous planter dans le sol, vous en sortez, ensuite vous replantez le démon, etc. Et puis, au bout d'un moment, évidemment, on finit par couper les têtes qui dépassent. Le démon s'en extrait et va pour le saisir, mais c'est Rostam qui le saisit de nouveau, le fracasse, et le démon se répand comme un coquelicot. Image qu'on trouve chez Homère, mais que je n'ai pas trouvé dans le Shahnameh. Rostam a des compagnons. Le démon tué, Rostam rentre chez lui. Et ce n'est pas du tout les compagnons de Rostam qu'on voit dans le Shahnameh qui ont des noms et qui ont un lignage, sont parfaitement situés, situables, même parfois dans un réseau de parenté par rapport à Rostam et aux autres héros iraniens. Et dans la version donc, du Rostam Oudi, on a en fait affaire à un thème ou à un bloc narratif qui est typiquement caucasien, qu'on trouve dans beaucoup d'autres langues du Daghestan, qui à ma connaissance n'est pas attesté ailleurs. Je peux me tromper, mais ce qui est sûr, c'est que là on a un thème assez complexe, donc de 3 compagnons qui ont des vertus, ou plutôt des qualifications différentes et qui vont donc accompagner le héros principal dans ses aventures. Donc il y a 3 plus 1, un petit peu comme les 3 mousquetaires. En voyant que dans cette maison on ne veut pas de lui, il repart ayant pris congé de tous et abandonne ce foyer. C'est un thème qu'on reviendra, hein, le fait que Rostam se met en retrait de sa famille, de son entourage, de la société en général, mais dans les versions que je présenterai plus tard. En chemin, il rencontre un homme qui, tenant dans sa main un noyer, faisait de l'ombre au moissonneur. Rostam lui demande « Quel exploit est cela ?» L'autre répond « Quel exploit ? C'est Rostam qui fait des exploits. » Rostam reprend « Quel est ce métier que tu fais ? Viens, laisse tout et partons ensemble. » Très bien, partons, dit l'autre. Donc le premier compagnon est quelqu'un dont la force lui permet de faire de l'ombre au moissonneur en agitant un arbre d'une main, mais qui trouve que ce n'est pas grand-chose parce qu'en fait les vrais exploits sont forcément ceux de Rostam. Donc Rostam se fait connaître et l'autre décide d'être son compagnon. Deuxième compagnon, un homme en train de moudre avec 2 meules qu'il avait enfilées, une à chaque jambe. Et à nouveau, cet homme fait peu de cas de son métier, qui consiste donc à cet exercice qui rappelle un petit peu les jonglages assez impressionnants des sportifs de Zulkhaneh en Iran, hein, où on manipule de grosses pierres ou bon, je connais mal la question, mais il me semble que là on a quelque chose d'assez comparable. Troisième compagnon, un homme assis dans une rivière qui aspirait toute l'eau qui coulait. Ça, c'est un thème qu'on trouve beaucoup dans le Caucase, mais je pense aussi ailleurs. Simplement, ici, il est enchaîné avec les 2 autres talents, honar en persan. Le terme revient et est emprunté en oudi. Donc, 3 hommes qui ont des capacités exceptionnelles, mais qui en font peu de cas et qui choisissent de se mettre au service du héros principal, Rostam. Et là, on entre dans ce monde idyllique sans femmes où des hommes célibataires s'installent dans la forêt, loin du monde, loin des familles, loin des préoccupations, pas de soucis. Et simplement, évidemment, il faut chasser.
et faire la cuisine pour survivre. Les femmes ne sont pas là, donc 3 héros sur 4 doivent aller chasser et un héros reste pour faire la cuisine. Ça, c'est un thème à nouveau qu'on trouve extrêmement fréquemment dans les langues du Caucase, chez les peuples du Caucase. Le premier jour, reste à la maison celui qui tenait un noyer d'une main. Il fait cuire le pilaf, prépare tout comme il faut, quand arrive un dragon qui lui demande le bouillon. L'autre lui dit « Attends que mes camarades soient rentrés ». Donc ça pourrait être un compagnon, mais non, c'est un dragon, il n'attend pas que tout le monde soit à table, et il arrache un poil de sa moustache, le ligote, le jette par terre et mange tout le repas puis s'en va. Donc vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout des manières chevaleresques. Et évidemment j'ai résumé, puisqu'on est encore au premier des 4 exemples, ça se répète 3 fois. Les 3 compagnons de Rostam se font ligoter par la moustache du dragon. Et c'est Rostam qui arrive et venge ses compagnons en terrassant le dragon moustachu. La tête du dragon roule dans un trou. Les 3 compagnons y descendent pour ramasser la tête du dragon. On se demande pourquoi, mais je suppose que c'est un trophée qu'il faut garder à la ceinture. Mais ils n'arrivent pas à passer l'Ordalie, à savoir que ce puits est un puits qui devient de plus en plus chaud quand on y descend, et donc ils n'arrivent pas à descendre. Rostam, lui, leur demande de ne pas le remonter, même s'il crie, et il s'exécute. Et il arrive donc au fond du trou en ayant passé cette Ordalie. Là, il fracasse 7 grandes portes. C'est un thème qu'on va voir dans les 4 versions que je présente aujourd'hui et qui est très fréquent et toujours associé exclusivement au personnage de Rostam. Rostam est un fracasseur de portes. C'est quelqu'un qui ouvre les portes sans utiliser de clé et aperçoit une jeune fille assise avec sur ses genoux un démon endormi. Ça, c'est un thème de conte, pas vraiment daguestanais, plutôt azéri, plutôt turc. Il terrasse 3 dragons et sauve 3 princesses. Ses amis ne le remontent pas du puits, évidemment, puisque les 3 princesses, évidemment, ils veulent se les garder pour eux. Il se met, et alors là, thème très important qu'on va retrouver et que je n'ai pas vu dans le Shahnameh. Rostam, en fait, est un héros épileptique. C'est quelqu'un qui se met très 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 fort en colère, un petit peu comme le fils de Soupe à l'oignon et Croton. Il se met tellement en colère qu'il arrête de respirer et il tombe dans une espèce de léthargie, de mort apparente. 3 jours, il reste ainsi par terre. Ça, c'est un thème qu'on trouve assez souvent dans le Caucase, à savoir que les héros sont à la fois très forts, mais ils ont aussi une faiblesse. Ils ont une faiblesse et ils ont clairement un comportement à la limite de l'hystérie, en tout cas de la psychiatrie, qui fait qu'ils ont des phases, j'ai oublié le nom de cette maladie, qui fait que quand vous êtes très contrarié, il y a des gens qui, paraît-il, s'endorment, ce qui me semble une excellente solution. Voilà, la narcolepsie, exactement. My Own Private Idaho est un film sur la narcolepsie. Rostam regagne le monde, mais perd son anneau. Donc là, j'ai résumé par force la fin de ce conte. Donc, resté dans le puits d'où ses compagnons n'ont pas voulu le sortir, il sauve d'un serpent les petits d'un aigle qui le ramène au monde d'en haut. L'épisode est assez développé dans le conte. C'est un conte turc. Clairement, puisqu'on le trouve beaucoup en Anatolie, mais qui est répandu dans tout le Caucase. Je vais peut-être... donc, il finit par arriver au monde d'en haut. Il se réconcilie avec ses 4 compagnons qui décident, je ne sais plus pourquoi, de continuer leurs explorations et se donnent à chacun un anneau pour pouvoir secourir l'un d'eux au cas où il lui arriverait un problème. Les anneaux ont la propriété magique de noircir quand quelqu'un se trouve en difficulté. Un jour, que Rostam au jardin se trouvait endormi, la vieille approcha furtivement, lui enduisit le doigt de beurre, lui ôta son anneau et le jeta dans la citerne. Rostam devint comme mort. Encore cette vulnérabilité fondamentale du héros, en particulier quand les femmes s'en mêlent. Les anneaux des 3 compagnons noircirent et ils savent aussitôt que Rostam est en difficulté. Ils accourent, le trouvent, le voient gisant comme mort.
Celui qui boit de l'eau assèche la citerne et il trouve l'anneau au fond de celle-ci. Il l'apporte, lui passe au doigt. Rostam aussitôt se relève, en voyant ses amis, il se réjouit et dit « J'ai beaucoup dormi ». Celui-ci lui dit « Tu ne dormais pas, tu étais mort ». Donc vraiment, il y a une insistance dans ce conte sur le fait que ce héros a beau être le plus fort que les trois autres super-héros, il a une propension assez inquiétante à tomber dans un sommeil de mort. Je n'ai pas le temps de faire la comparaison avec tous les épisodes de la geste de Rostam où Rostam dort, mais Rostam passe son temps à dormir. En général, il faut... Alors, c'est soit ses compagnons, soit son cheval, enfin, il compte beaucoup sur les autres pour, comment dirais-je, commencer la lutte pendant que lui a besoin clairement, il a besoin de récupérer de toutes ces tensions qui sont le propre des héros et dont je sais peu de choses personnellement. Conclusion de ce conte, à nouveau élément purement turc. D'en haut tombèrent 3 pommes, une pour moi, une pour celui qui a dit le conte et une pour celui qui l'a écouté. Le deuxième cas que nous devons à la collecte d'Adolphe Dir est dans une langue qui s'appelle la goule, qui a maintenant un peu de publication, qui n'était pas du tout une langue écrite à l'époque où il a collecté ce conte. Et on a retrouvé la version dans la langue originale et elle a d'ailleurs été rééditée récemment par un collègue russe qui est actuellement à Paris. Alors la goule, je vous rappelle que donc l'oudi est parlé ici, donc en Azerbaïdjan, tout près en fait de la zone où on trouve des langues iraniennes et pas loin du tout, par exemple, de Ganja, la ville de Nizami. L'oudi est vraiment déjà en zone iranienne. Ce n'est pas du tout le cas de la goule, qui se trouve en haute montagne, au-dessus de 1500 mètres, entre 1500 et 2000 mètres, qui fait partie des langues caucasiques et qui donc est parlée plus ou moins au cœur de la montagne dagestanaise, dans des régions vraiment assez peu franchissables. Et on sait par le dialecte utilisé dans le texte collecté par Dir qu'il s'agit d'un dialecte en plus parlé au plus loin dans la montagne, si vous voyez le réseau hydrographique de la région Agoul, dans le village qu'on appelle en russe Bulkirkhan ou Gerkrun en Agoul. Alors, donc ça, c'est une vieille photo du village de Bulkirkhan, du début du siècle, ça a pas mal changé. Et je vais vous faire écouter un Ashur Agoul. Alors, malheureusement, évidemment, on n'a pas l'enregistrement du conte dont je vais vous parler par Dir, mais en revanche, on a sur Internet des exemples de poésie orale chantée, et ici, cet Ashur est Agoul, chante en Agoul, et vous avez un village Agoul derrière lui. Voilà. Donc c'est pas du tout du persan. Donc c'est vraisemblablement un Agoul du même genre, peut-être son grand-père, que nous devons une autre version de la légende de Rostam en langue Agoul, et où on trouve des éléments assez proches de la geste de Rostam dans le Shahnameh, et puis d'autres un peu moins proches. À l'époque du prophète Salomon vivait un homme du nom de Zal. Un jour, sa femme fut enceinte. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois passèrent. Arriva le moment pour elle d'accoucher. Elle ne pouvait pas accoucher. On demanda à un médecin. Le médecin dit « L'enfant qui se trouve dans la matrice ne naîtra pas.
Alors que faire? Il faut ouvrir le ventre et l'extraire. Le médecin fit sortir l'enfant du ventre et on l'éleva. Le verbe qui est employé ici peut signifier à la fois élever un enfant, mais également garder un animal sans le laisser sortir, etc. Je vais revenir là-dessus, c'est assez important. Ce qui saute aux yeux, c'est ici la citation quasi directe d'un détail important du Shahnameh, puis tellement important puisqu'il a donné le nom de la césarienne en persan, Rostamzad, naissance de Rostam, puisque Roudabe guérit de sa césarienne grâce à l'emploi de la plume de Sémorgue gardée par Zal. Pas de Sémorgue dans la version Agoul, mais la césarienne est bien là. Deuxième épisode, Rostam vainc le démon blanc. Donc on est beaucoup plus, paradoxalement, alors que cette langue est parlée beaucoup plus haut dans la montagne, 7 vallées, 7 montagnes plus loin au moins, on a l'impression d'une démarche beaucoup plus proche de celle suivie dans le Shahnameh, sans doute en raison de l'acculturation de l'Achour qui a donné cette version, sans qu'on ait d'ailleurs aucun détail chez Dir de cette source. 7 années passèrent, le démon blanc que Kahriman avait mis dans les liens s'échappa. À nouveau, une citation très exacte du Shahnameh. Le roi dit à Zal, ton grand-père l'avait mis dans les liens. Alors en fait, dans le Shahnameh, c'est l'arrière-grand-père. Ici, clairement, la génération de Sam est oubliée, mais en gros, on garde le nom propre précis et la filiation. Maintenant, c'est à toi de le rattraper, dit Zal. Donc, transmission de la prérogative du métier d'exterminateur de monstres de Zal à son fils. Si tu ne peux le capturer, tue-le. Et c'est Zal, dans un premier temps, qui fourbit ses armes pour capturer le démon blanc. Mais Rostam lui demanda, « Père, que fais-tu » Et il veut le suivre. Mais Rostam avait été élevé sans qu'on le laisse jamais sortir de la maison. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, ce terme « on le garda » après la césarienne signifie non pas qu'on l'a simplement élevé, mais on le garda comme un enfant chéri qu'on protège, qu'on surprotège. Et cet enfant surprotégé va s'imposer, va exiger en fait, va contourner l'interdiction paternelle pour aller combattre contre les démons et mériter en fait sa place dans la lignée des pourfendeurs de démons qui est donc sa famille. Alors le garçon dit « Je vais pisser » et alla aux toilettes. En y allant, depuis le balcon, il entendit du bruit, il vit que c'était le démon blanc, un dragon, un géant, qui coupait la tête aux gens. Et pas plus difficile que ça, on dit souvent dans le Caucase, c'était aussi facile que de boire de l'eau. Ici, tuer et terrasser le démon blanc, c'est comme d'aller pisser. Il fracassa le mur d'un coup de pied et s'élança dehors pour tuer le démon blanc. Quand Zal entendit le bruit du mur fracassé, il dit à ses gens, « Allez voir où est le petit ». Donc le petit, clairement, a beaucoup grandi et va montrer à ces gens qui le surprotègent qu'il est tout à fait capable d'aller faire pipi tout seul et de terrasser le démon blanc. Rostam saisit le démon par une corne, lui donna un coup de poing sur le front qui s'écroula mort. Le roi arriva et embrassa le garçon, adoubement si l'on veut. Rostam revint à la maison avec son père. Quand ils arrivèrent, le père dit « Je n'ai plus besoin des armes de nos ancêtres et de mon cheval, qu'il soit à toi. » Il remit tout à Rostam et ils vécurent heureux. Troisième épisode, Rostam récupère la tête de son grand-père dans la citadelle des démons. Ce thème a été plus ou moins évoqué par Dominique Barthélémy. Un jour, Rostam va à la chasse sur son cheval nommé Raksh. À nouveau, une citation extrêmement précise avec un nom propre. On voit que notre Achour a des lettres et qu'il n'a pas simplement de vagues souvenirs d'un canevas narratif, etc. Il a, pour ponctuer son récit, des noms propres qui sont comme les garants de son expertise, de sa valeur de narrateur. Et abat un chevreuil. Un vieillard, se présentant comme le propriétaire du chevreuil,
Ça, c'est intéressant parce que c'est un thème caucasien. C'est que et ça fait partie évidemment de ce qu'on pourrait appeler de façon très vague l'anthropologie du totémisme. Les animaux sauvages qui sont chassés doivent faire l'objet d'un marchandage, d'une compensation. Il faut absolument obtenir soit d'eux-mêmes une autorisation. Donc, une fois que l'animal est tué, généralement, on fait une prière, on lui donne à boire, à manger pour apaiser ses esprits. Et puis, et ça c'est assez net dans le Caucase, on doit demander au dieu des bêtes sauvages ou à la déesse. En fait, c'est souvent une déesse avec des auxiliaires masculins. On doit leur demander l'autorisation donc de manger la bête. Ici, en fait, il y a une conflation de deux thèmes. La divinité des bêtes sauvages qu'on doit apaiser et un autre thème qui est celui de l'enfant terrible qui est trop turbulent et qui reçoit les admonestations des gens du village qui lui disent « Tu ferais mieux de t'occuper à de vrais exploits parce que tu ne sais pas, mais dans ta famille, il y a quelque chose d'assez ignominieux à corriger. » Et donc, ici, c'est ce vieillard qui est un représentant du monde de la nature qui lui apprend, et il ne le savait pas, semble-t-il, qu'il vaudrait mieux aller libérer son grand-père prisonnier du démon blanc. On retrouve le même thème. Et Rostam rejoint Zal, il l'interroge, il le presse, et Zal avoue à Rostam, et je dis bien avoue, puisque c'est Zal qui aurait dû, Zal ou un autre, puisque dans le Shahnameh, encore une fois, Nariman est une génération avant, avoue à Rostam la captivité de Nariman et accepte de l'envoyer déguisé en marchand. On retrouve le thème du déguisement en marchand qui est évidemment dans la légende de Bijan et Manija et je crois dans d'autres épisodes. Les compagnons de Rostam, alors là il y a quelque chose d'assez étonnant parce que le texte insiste là-dessus, les mots sont extrêmement précis. Les compagnons de Rostam lui disent, quand ils arrivent dans la ville, qu'ils se mettent au caravansérail aux limites de la ville pour préparer l'attaque du fief du démon blanc, lui disent qu'il est trop large pour rentrer dans la ville et qu'il doit entrer par ruse au bon moment. Et là, peut-être que je vais un petit peu loin. Moi, il y a 25 ans, j'étais un grand fan des explications psychanalytiques de tout ce qui était fiction, narration, etc. Ça m'est passé, mais là, je dois dire vraiment, en regardant le détail du texte, on voit qu'il y a une mise en miroir entre la naissance de Rostam et cette difficulté à entrer dans la ville pour terrasser le démon blanc. Et encore une fois, des mots qui ne se comprennent pas si on ne leur accorde pas une valeur plus ou moins symbolique ou cryptée. Parce que la ruse et le bon moment, le kairos, c'est en fait, c'est une hypothèse que je livre et il faudrait évidemment l'étayer avec des parallèles. Je pense que c'est une forme de sagesse qui est la sagesse de la sage-femme. C'est-à-dire, il s'agit de savoir comment, où appuyer pour faire sortir avec le moins de dommages possible. Je rappelle donc que dans le Shahnameh, le premier exploit assigné à Rostam est de conquérir la forteresse où son arrière-grand-père maternel Nariman a été assiégé et tué. Et si l'on revient donc au Rostam Agoul, quant au signal donné par ses compagnons, il entre enfin, les gardes sont sans voix. Il voit de loin la tête de son grand-père et pousse un tel cri que les femmes enceintes avortent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la naissance de Rostam se rejoue dans cette conquête de la ville. Il pousse un cri primal qui terrifie et qui laisse sans voix le public et surtout qui fait avorter les femmes. Là, il y a vraiment une ambivalence extraordinaire dans cette structure narrative qui, évidemment, n'a pas été commentée puisque ce texte est à peu près inconnu vu qu'il n'est pas traduit en langue occidentale. Mais je crois vraiment qu'il mérite d'être porté à l'attention non seulement des amateurs de contes, mais également des anthropologues. Les démons préviennent le démon blanc
qui est monté sur un chariot attelé à des éléphants. Rarch meurt en l'aidant à retourner le chariot. Et il y a une grande insistance sur le terme retourner. Rostam, furieux, saisit le démon par sa corne, le retourne, le traîne et d'un coup de pied lui fait rendre ses tripes. Je ne suis pas certain que ce terme retourner ici soit une allusion à des techniques d'accouchement, même si le terme qui veut dire sage-femme en russe, c'est pavitura, c'est celle qui sait tordre, retourner l'enfant dans la matrice de façon à ce qu'il sorte sans causer la mort de la mère. En fait, je pense que là, ce n'est pas probant, parce que dans la région en général, le terme qui signifie lutter signifie en fait s'enrouler autour d'eux, faire basculer, retourner, etc. Donc je pense que ce serait peut-être aller trop loin. Cela dit, les termes qui sont employés pour le repos de Rostam après, il ne tombe pas du tout de sommeil, hein, il n'entre pas dans un sommeil de mort, il se met au repos pour se remettre de ses fatigues. J'ai demandé à un locuteur ce qu'il en pensait, il m'a dit c'est ce qu'on dit pour les femmes qui sont malades, se mettre au repos et se remettre de ses fatigues. Bon. Je pense que le temps ne me permet pas de regarder le 4e épisode qui n'a pas de correspondant dans la geste de Ferdowsi, qui est sur un monstre marin, mais où on voit que Rostam est plus ou moins comparé au monstre qu'il terrasse. Alors je passe donc aux 2 derniers exemples qui sont dus à l'activité de collecteur et d'éditeur de Ezekiel Absalonovitch, si vous préférez, Izgil Avshalomov, dont vous reconnaissez à ses noms propres qu'il était juif, qu'il était donc tat de la communauté des juifs du Caucase, dont Samra a rappelé que j'ai donné une grammaire il y a maintenant déjà quelques années. Izgil Avshalomov a publié en 1991 un recueil de contes sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour décrire cette langue, qui s'appelle en djouri Chezinei Ralri Obosuneho. Il ne faut pas connaître beaucoup de persan pour reconnaître une forme assez proche de langue iranienne. À vrai dire, je vais ponctuer les 2 sous-exposés que je vais présenter maintenant de quelques citations en judéo-tat. Vous verrez quand même que la langue n'est pas du persan. Quand on parle du djouri comme persan du Caucase, je pense que ça n'est pas justifié, mais c'est quand même très très proche. Et on pourrait s'attendre à ce que dans ces versions du conte de Rostam ou en l'occurrence du conte de Bijan et Manija, on ait une plus grande proximité encore avec la geste de Ferdowsi. En fait, pas du tout. Vous allez voir, il s'agit, il y a parfois des allusions précises, mais en général, le conteur, dont on connaît le nom puisqu'il s'appelait Hizri Dadashev, et d'après son nom, il semble qu'il ait été musulman. Effectivement, les Juifs du Caucase vivent dans le sud-est du Daghestan, pas tout à fait en symbiose, mais dans des villages très proches de villages également tatophones, mais musulmans. Il semble que le conteur se soit beaucoup plus affranchi de la tradition du Shahnameh que nous connaissons, si tant est qu'il l'ait connu. Donc ça, c'est simplement une carte pour vous montrer où sont parlées les différentes variétés du tat. Le judéo-tat, donc langue dans laquelle sont transcrites les 2 versions dont je vais vous parler, est celui le plus au nord, donc jusqu'à Derbent, entre Gouba et Derbent. Ça, c'est une vue de Derbent, donc qui est littéralement le verrou sur la mer Caspienne entre le monde russe au nord et le monde iranien au sud. Je vais commencer par l'histoire de Bijan et Manija, et il n'est sans doute pas tout à fait inutile de reprendre le canevas,
les épisodes principaux de ce magnifique épisode du Shahnameh. Les Hermaniens demandent la protection à Khosrow pour les sauver donc d'une espèce d'armée de sangliers qui dévaste leur champ. Et Bijan, accompagné de Gorgin, va combattre les sangliers. Gorgin trompe Bijan et en l'induisant à aller regarder Manija, la fille d'Afrasiab. En effet, le Touran se trouve peut-être juste de l'autre côté, en tout cas à côté du royaume des Hermaniens. Je dis Hermaniens parce que, évidemment, moi, ça me rappelle Arménie. Enfin, j'imagine qu'il y a toute une littérature qui vous montre que ça n'est pas l'Arménie. Je ne rentre pas dans ce débat, ça ne m'intéresse pas, on est dans la fiction. Bijan se rend à la tente de Manija. Manija séduit Bijan et l'emmène dans son palais. Garsivaz amène Bijan devant Afrasiab. Piran demande grâce à Afrasiab pour la vie de Bijan. Afrasiab jette Bijan en prison. Gorgin s'en retourne en Iran et ment sur l'histoire de Bijan. Give amène Gorgin devant Khosrow. Kay Khosrow voit Bijan dans la coupe qui réfléchit le monde, donc il devine où il est caché. Khosrow écrit à Rostam, et vous voyez que Rostam n'intervient qu'à la toute fin, enfin pas à la toute fin, dans la deuxième moitié du récit, uniquement pour sauver Bijan de sa captivité. Give porte à Rostam la tête de Khosrow, Rostam se rend auprès de Khosrow, Kay Khosrow fête les preux, Rostam compose son cortège, Bijan devine l'arrivée de Rostam. C'est là qu'il y a le poulet rôti ? C'est là, hein, voilà. Là, il y a un poulet rôti avec un anneau où est marqué le nom de Rostam. J'aurais dû le noter parce que c'est important pour comparer avec les autres variantes. Afrasiab vient attaquer Rostam, défaite d'Afrasiab, Khosrow donne une fête. Dans la version judéo-tate, on retrouve la trame, le thème de l'emprisonnement et de la délivrance, mais tous les détails sont complètement bouleversés et surtout le genre littéraire change, vous allez le voir, et surtout le poids relatif des personnages, leurs noms, leurs qualités, etc. Premier épisode, donc là on est dans la version judéo-tate, colère et sécession de Rostam. Et j'emploie le mot colère au sens homérique du terme. Il s'agit d'une colère physiologique qui affecte le comportement du héros, qui d'ailleurs colère tout à fait justifiée. Le métier de Rostam, comme de son père, était d'exterminer les démons et les fauves nuisibles aux hommes. Là, on n'est pas très loin du personnage bien connu. Et je rappelle que je parle du conte de Bijan et Manija. Or, Rostam arrive au début du conte. Pourquoi ? Un jour que Rostam combattait les démons, vous allez le voir, combattait les démons et qu'il était en train de les écraser, il remarqua parmi eux une jolie petite démone. Il la captura et l'emmena vivante pour l'élever chez lui. Alors j'ai traduit au féminin, bien qu'en judéo-tate, il n'y ait pas de genre comme en persan. Enfin, comme elle est rach, jolie, je me suis dit qu'elle n'était pas seulement d'une espèce destinée à agrémenter son étable, mais peut-être aussi son harem. Cela dit, il est dit « Yebala rach edevle, et chumiu chushamore, zindevegurdeni, ovurdeni et heyot eridoshde ». Et heyot eridoshde, c'est pour tenir quand même dans sa cour de ferme. Hein, donc, bon, je ne sais pas très bien quel usage il veut faire de cette petite démone, mais de toute façon, le père arrive, et là on retrouve le thème du conflit, car plus ou moins oedipien avec le père qui décide de qui il doit fréquenter. Quand Zal, en passant dans la cour, aperçut ce petit démon, aussitôt il appela Rostam et le blâma. Donc ici, oui, attendez, je continue. Non, je crois qu'il n'y a rien de particulier en fait dans le passage en Djouri. Il attrapa le petit démon par les jambes, le déchira et le jeta. Rostam se plaignit, se mit en colère, monta son cheval, emporta le nécessaire et s'en alla fâché. Il alla jusqu'à la 7e montagne, qui était leur dernière frontière. Ils avaient là une petite forteresse où il planta la tente. Donc le fils, dépité de se voir refuser d'élever une petite démone, se met en retrait de sa famille, de la société, et donc va
désormais quitter son rôle de héros, qui est voulu par son nom, et donc va les laisser se débrouiller. Et ils vont avoir des problèmes, justement. Bijan remplace Rostam auprès de Zal. La femme de Rostam et Bijan, leur fils de 16 ans, restèrent auprès de Zal. Ouh là là, là ça se complique parce que alors, soit vous ne connaissez pas le Shahnameh et ça ne vous étonne pas, soit vous connaissez le Shahnameh et vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, hein? Donc, dans la version judéo-tate de Bijan et Manija, Bijan est le fils de Rostam. Bijan est le fils de Rostam et il se retrouve, mais vous pouvez comparer à la version Agoul, il se retrouve sans son père, avec sa mère, chez son grand-père. Dans une situation pas excellente. Cela dit, il reçoit une bonne éducation. 7 ans passèrent, Bijan allait le matin à l'école et rentrait le soir à la maison. Alors, on n'est plus du tout dans l'épopée, on est dans un genre qui est mal documenté, qui est la longue nouvelle ou le petit roman caucasien. Et il va donc à la médressée, et le soir, il rentre à la maison. Shohangum, Mogosh, Terhune. Zal était maintenant seul et vieux. Il avait des preux, mais sans la vaillance de Rostam, son fils. Le chef des démons, connaissant la disparition de Rostam, décide d'attaquer. Alors là, on retrouve le monde épique, puisque la faiblesse donc, du roi, qui n'est plus appuyé sur la vaillance de son héros de fils, les démons décident d'en profiter. Je pense que cette disparition de Rostam, vous voyez, il ne s'agit plus simplement d'une mise en retrait, d'une colère, il s'agit d'une disparition, je pense que c'est de l'ordre aussi de l'occultation. Mais bon, c'est un thème qui demande à être, comment dirais-je, corroboré par d'autres détails du récit. Évidemment, Bijan, en bon fils de Rostam, disperse les démons. Donc il ne s'agit plus de sangliers, ce sont des démons, mais on reste dans un paysage assez familier. Simplement, il y a une, comment dirais-je, une confusion entre, dans la version de Firdousi, on avait une distinction entre le royaume des Hermaniens où se trouvent les sangliers et le royaume un peu plus loin du Touran avec Afrasiab. Et c'est donc par imprudence, en allant dans la tente de Manija, que Bijan se retrouvait en territoire ennemi. Ici, il y a confusion entre les deux royaumes, et ce royaume, c'est le royaume du roi d'Erchefi. C'est simplement en préparant cette intervention que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est Afrasiab. C'est-à-dire que vous avez une métathèse typique, très courante en judéo-tate par rapport aux formes persanes des mêmes mots iraniens. Erchefi, c'est l'avatar du nom propre Afrasiab qui est devenu un nom de pays. Où en fait il dit Erchefian, c'est-à-dire les Erchefiens, etc. Il n'y a plus de roi Afrasiab, on ne nomme pas le roi lui-même, on dit le roi des Erchefiens. Et poussé, excusez l'orthographe, poussé par son oncle qui l'accompagnait, il veut voir la fille du roi. Quand Bijan arrive chez la fille, elle n'est pas nommée à ce stade du récit. Quand Bijan arriva chez la fille, il dit « Hé, fille de roi, ouvre la porte !»« Hey, dochter pacha, voku dere !» La fille répond « Attends que je m'habille, j'ouvre tout de suite !» On n'est vraiment pas dans l'épopée. Hein. On est dans le théâtre. Il y a un théâtre Djouri, malheureusement pas édité, et peut-être qu'un jour je pourrais me pencher dessus si quelqu'un au moins publie les textes. Bijan n'attend pas. Il donne un coup de pied dans la porte qui s'ouvre. Donc toujours, Bijan, fracasseur de porte. Bijan passe la nuit chez la fille qui lui demande « Maintenant que les dés sont jetés, que tu me connais, dis-moi, toi, d'où tu es, de quel pays ? Je suis Bijan, fils de Rostam le Preux, petit-fils de Zal, du pays d'Adjam. » Donc, on n'oublie pas qui on est. Le narrateur fait un peu fi des détails de Firdousi, mais le personnage dont il parle, lui, se souvient très bien de qui il est. Et ils reprirent leurs échanges. C'est comme ça que je traduis faute de mieux, Mehribani.
Le roi, évidemment, comme dans la geste de Ferdowsi, refuse sa fille à Bijan et l'emprisonne. Je vais peut-être passer sur ce que se dit cet avatar d'Afrasiab, le roi des Erchéfi, qui dit bon, en gros, j'ai refusé tellement de prétendants, je ne vais quand même pas donner ma fille à ce Jins Choroli, c'est-à-dire à cette engeance de chacal, Jins Kheregouche, cette engeance de lièvre. Il suit donc l'avis de ses conseillers et fait creuser une fosse. Ça, c'est très intéressant parce que creuser une fosse, c'est... Là, je regarde les étudiants et ils regardent leurs pieds. C'est la mort de Rostam. C'est un tout autre épisode du Shahnameh. Mais il utilise ça, et alors là, on tombe carrément dans la bande dessinée de Hergé, puisque, essayez de comprendre, le tapis se déroba sous ses pieds, et comme une pierre, il tomba au fond d'un puits. Donc, mon allusion était à Tintin en Amérique, où il y a une trappe qui s'ouvre sous lui. On n'imagine pas une trappe s'ouvrir dans l'épopée du Shahnameh. On ferme la fosse avec une énorme pierre, il y avait juste un petit trou au bord. Ça, c'est un détail du Shahnameh. Le roi fait informer sa fille, Num Durder, entre parenthèses dans la version publiée, Num Durder Menejanbu. Ah, le narrateur se souvient que cette fille du roi des Erchéfians s'appelle Manija. Ma fille, ce garçon ne sera pas ton fiancé, je l'ai fait descendre dans un puits, renonce à lui, je vais te trouver quelqu'un de mieux pour mari. On est quand même toujours dans un ton assez bourgeois et de conflit familial, à vrai dire, un petit peu trivial. Misère de Manija. Alors ça, c'est la partie la plus poignante, la plus émouvante, évidemment, de l'histoire de Bijan et Manija. C'est cette princesse, fille d'Afrasiab, qui se retrouve mendiante par amour pour son jeune amant emprisonné. Bien des années passèrent, elle vendit son or avec des détails qui ne sont pas chez Ferdowsi. On voit que là, il y a aussi une élaboration dans le registre un peu plus bourgeois. On imagine ce qui peut arriver effectivement à une princesse reniée par son père. Elle vendit son or, ses vêtements, elle resta dans la misère, célibataire, ça c'est très grave, à la rue et dut se mettre à mendier. Elle achetait du pain pour Bijan et lui glissait dans le puits par le petit trou pour qu'il mange. Mais le roi ordonna de faire brûler toute personne qui lui ferait l'aumône et les gens cessèrent de lui donner. Mais il y avait des gens qui lui donnaient en cachette. Donc il y a quand même des gens bien dans ce pays des Erchéfians. Alors elle, Manija, se rendait à l'entrée de la ville, là où arrivaient les marchands et ceux qui ne savaient rien de l'interdiction du roi. Elle mendiait auprès d'eux et apportait à Bijan à manger. Un jour qu'elle était en quête d'étrangers pour lui faire l'aumône, elle vit un derviche errant, Mivinu Teverdin et Doshio, donc avec sa guimbarde sur l'épaule, et Yedevrush et Yeves Sorde, Dore, un derviche. Vous voyez la métatège derviche Devrush, Erchefi Afrasiab, un derviche qui faisait son sermon, Devrushi Runde, et qui chantait des chansons de derviche. Le derviche est un bon derviche, il lui fait l'aumône. Alors, Manija, reconnaissante, défait ses 40 boucles de cheveux. C'est une belle récompense pour une aumône de derviche, mais je pense qu'elle est en confiance. Donc, Veken Shulbent Mouy Khushdere, Devrush Ser Symbol Durteresh, Mouy Zari Surchi Yuresh Dire, Ombar Mahtel Momuno. Je crois que je n'ai pas traduit, donc je vous dis ce que ça veut dire. Elle défait les 40 boucles de ses cheveux, et le derviche, en voyant les jacinthes de la fille, ses cheveux d'or, resta frappé d'admiration. Et alors, dans ces boucles d'or, elle trouve des pommes de jouvence dont elle donne l'une au derviche, et simplement en échange d'un petit service. Elle lui demande en échange de se rendre en Ajam et d'y chanter la chanson du derviche qui va devenir le leitmotiv du conte. Donc je ne la citerai pas à chaque fois. Menem Menem Menejan, Erchefian Dustor Pejan.
Menem, en fait, est une forme azérie. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais le conte est écrit en judéo-tate, mais avec parfois un peu de code switching, d'interférence linguistique azérie. Menem, c'est moi, Menejan, Manija, El Shefian Dustor Bejan, et donc prisonnier des Erchefiens ou d'Afrasiab, Bijan. Pendant ce temps, en Iran, les paladins, les preux de Zal, l'exhortent à ne pas céder au chagrin. Encore le thème de la vieillesse, de la mélancolie, et à laisser entrer un derviche errant qui se trouve là. Donc j'ai sauté quelques détails. Le derviche est arrivé en Iran. En entendant la chanson, Zal se décide à agir. Et finit la mélancolie, la chanson du derviche qui lui apprend qu'en fait son fils n'est pas mort et qu'il est simplement prisonnier. Il se lève, Ezred Rokister, il se lève en fait littéralement de la cendre dans laquelle il s'était laissé coucher, qui est un signe évidemment de deuil, Shent Palase, et il jette le tapis qui lui servait de vêtement. Hein. Donc il s'agit d'attributs très précis du deuil. On se couvre d'un tapis pour tout vêtement et on se roule dans la poussière pour marquer l'abandon des choses du monde. Il rejoint ses preux et leur dit « Faites venir sans tarder ma fille Banou ». Alors ça n'a aucun rapport avec le Shahnameh. Il n'y a pas de fille qui s'appelle Banou dans le Shahnameh, princesse. Là, il y a tout je dirais, le récit prend complètement la tangente parce que, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que Zal cherche à rejoindre son petit-fils, peut-être avec l'intervention de Rustam, mais donc dans un monde d'hommes pour sauver les hommes d'une guerre qui ne concerne que les hommes, en fait, il va y avoir un truchement féminin qui est la fille de Zal, c'est-à-dire une sœur de Rustam, qui, à ma connaissance, n'est nulle part nommée. Pardon. Alors ici, c'est sa sœur. Et Zal fait entendre la chanson du derviche à sa fille. J'avais complètement oublié ça. Et là, non. Celle-ci s'engage à ramener Rustam à la maison, ou à la raison, puisque Rustam, encore une fois, s'est mis en retrait de la société et vit tout seul dans sa colère. Elle fabrique un déguisement en peau de bouc et s'introduit dans la chambre de Rustam. Le texte n'est pas totalement clair, mais en gros, elle se déguise, et là, c'est vraiment très, très, très intéressant, parce que je n'ai pas pensé à aller chercher sur Internet, on a encore dans le Caucase des carnavals avec des masques de boucs en particulier, d'ours, etc., qui rappellent beaucoup ce qu'on trouve en Europe occidentale et dans beaucoup de régions du monde. Et donc elle se penche au-dessus de Rustam. Qui est-ce qui parle au-dessus de moi demande Rustam. Banou répond, je suis Azraël, l'ange de la mort. Dieu m'envoie pour ton trépas, rends ton âme. Rustam se dit, Injo estereme hovogush genet nisezere echolideve dirnor helbet ezraili. Je traduis. Là, il y a une interférence d'une ligne qu'on trouve souvent dans les contes pour décrire un endroit totalement inaccessible. Ici, la citadelle isolée à la frontière où Rustam a planté sa tente. C'est-à-dire, donc dans ma demeure, aucun oiseau ne bat de l'aile et aucun chameau ne frappe la terre de son sabot. Donc ça doit être Azraël. Seul Azraël est capable d'arriver jusqu'ici. Ce qui est quand même très intéressant parce qu'on ne sait pas comment la dite Banou, après s'être déguisée, a réussi à atteindre effectivement cette citadelle haut perché, etc. Donc clairement, là, je fais l'hypothèse, et encore une fois, je ne suis pas anthropologue, mais je pense que ce déguisement en bouc est une réminiscence d'une forme de chamanisme. Parce que clairement, en se déguisant en bouc, cette Banou réussit à voler en fait, jusqu'à un endroit totalement inaccessible où se trouve
Rostam, ou bien peut-être même sa raison. Hein. C'est sa raison qu'il s'agit d'aller chercher dans un endroit où elle est confinée. Pitié, cher Azraël, voici 7 ans que je suis fâché avec mon père. Je sais bien que je dois rendre l'âme, mais fais-moi la grâce de me laisser vivre un peu plus pour que j'aille me réconcilier avec ma famille. On revient dans le conflit familial. Rostam revient chez son père, entend la chanson du derviche et décide d'aller, avec sa mère et sa sœur, délivrer son fils Bijan. La femme de Rostam, c'est-à-dire la mère de Bijan, restait à la maison désolée. Beaucoup de mélancolie, hein. Ce n'est pas l'apanage du héros d'être triste et endeuillé. Elle décide, avec la sœur de Rostam Banu, de revêtir une armure et de monter à cheval. À nouveau un déguisement, mais là un petit peu plus familier, qui est tout simplement les femmes qui, en l'absence des hommes, prennent les oripeaux du chevalier pour se substituer à eux. Et accompagné du mari de Banu, le beau-frère de Rostam et oncle de Bijan, celui qui avait justement trahi, hein, il n'y a plus de give dans cette version, pour aller délivrer celui-ci au pays des Erchéfi. Il rencontre Manija. Bijan, fils de Rostam, et Manija leur dit, Bijan, fils de Rostam, petit-fils de Zal, encore une fois, elle sait qui est son fiancé. J'ai donné une pomme d'or au derviche pour qu'il fasse passer le message au pays d'Ajam. J'apporte des bouts de pain au puits pour Bijan. Banu et la mère de Bijan ne peuvent se retenir, tombent dans les bras de la fille en pleurant et se font connaître d'elle. La mère dit même « Ma chérie, tu es ma bru ». Là aussi, on est dans une scène de théâtre, tout à fait d'un registre complètement différent. Et clairement, je crois qu'il y avait un plaisir, pas du texte, mais un plaisir de la narration orale qui consistait donc dans ce genre qu'on saisit à peine du conte oral caucasien, à entremêler en fait des niveaux de langue et des registres littéraires totalement hétérogènes et hétéroclites. Délivrance de Bijan par Rostam, on décide de faire passer à Bijan dans le puits l'anneau de son père. Je ne crois pas qu'il y ait un poulet ici, donc le poulet se retrouve ailleurs, mais ici. Manija lui révèle que ton père, ta mère, ta tante et le mari de ta tante, vous voyez, on n'est pas du tout dans le monde de l'épopée, hein, on est dans la famille. Ils vont venir demain matin te faire sortir du puits. Elle reste près du puits jusqu'au soir, avec son fiancé, puis retourne dormir avec Rostam et les autres. En fait, c'est Rustami-ha, c'est-à-dire une pluralisation du nom propre qui veut dire les gens qui sont avec Rostam. C'est-à-dire elle rentre quand même le soir dormir avec sa famille, hein, parce qu'il n'est pas question de rester avec son fiancé. Donc en gros, il ne s'est peut-être pas passé grand-chose dans les Mehribani de tout à l'heure. Et je vous donne le texte, hein, c'est vraiment le détail on ne peut plus bourgeois, Shorangum, Mivegordu, Ekirustamiha et Chisire, pour dormir. Au matin, Rostam soulève comme une balle la pierre que plusieurs braves n'auraient pas su lever, la jette au loin. Il lance son lasso dans le puits et appelle Bijan. Ey Bijan, Khelefme, Gim Kemende Veran, Ey Bijan, mon chéri, attrape le lasso et monte. Bijan lui répond, Papa, si tu ne fais pas rouler ici la tête de ton gendre, c'est-à-dire mon oncle, le fils de ma tante, je ne sortirai pas. Vraiment, Bijan là, se comporte comme un enfant mal élevé, mais ce qui est le propre des jeunes héros. Hein, et ils ne sont pas très contrôlables, ces fils de héros. Donc, je vous donne quand même la citation pour que vous ne pensiez pas que cette fantaisie est la mienne. Ser domor ishmure injo ne descende, mais injo nivorom. Alors là, Rostam n'est pas content du tout. Il s'indigne contre Bijan. Je passe sur les détails. Bijan réussit cependant à tuer son oncle. Et donc, Rostam, voyant que son fils a tué le beau-frère de Rostam, son oncle, le mari de Banu, Rostam, irrité, dégaine son épée pour frapper Bijan. Donc, on risque là un infanticide. Heureusement, Banu, sœur de Rostam, retient son bras. Rostam proteste. Pourquoi fallait-il qu'il tue ton mari? S'il a tué ton mari, je peux bien tuer mon fils. Banu réplique. C'est bien fait pour lui qu'il soit tué. C'était mon mari, pas le tien, enfin. Il dit ça quand même à son frère. Hein. Il avait trompé Bijan, l'avait détourné du droit chemin. Et Reh Ulum fursore. C'est très intéressant. Reh Ulum, c'est la voie de la science. Donc j'ai l'impression qu'il y a un sens caché derrière tout ça. Peut-être qu'en fait, on n'est pas... Bon.
J'aurais malheureusement pas le temps de présenter le quatrième conte, qui est en fait un conte soufi, mais une autre fois. S'il n'avait pas pris la récompense pour la mort du démon, il n'aurait pas été tué. Rostam se résigne, rengaine son épée, il retourne chez Zal, on fait un grand mariage où le derviche est honoré, évidemment derviche, image du narrateur, ils vécurent et furent heureux. Donc j'ai eu le temps de vous présenter 3 versions et je vais donc laisser la 4e pour laisser un peu de place aux questions sur les 2 exposés si j'ai bien compris. Merci.